Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Le Mali, la Mauritanie et le Sénégal réunis pour faire face au terrorisme. Une rencontre de 4 jours permettra aux experts de procéder à la relecture des documents qui sont soumis à leur approbation. Tout sur l'otite moyenne aiguë dans ce journal. Cette inflammation du conduit auditif touche les enfants de 0 à 5 ans et est la première pathologie ORL au Mali. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience cet après-midi des membres du bureau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur au centre des échanges. La restitution de la 12e session du Conseil d'administration du bureau du Conseil. Le chef de l'État a rassuré ses interlocuteurs quant à l'accompagnement de l'État. Le compte-rendu de cette audience avec Moussa Fané au cours de ce journal. Série d'audience également ce lundi après-midi à l'Assemblée nationale. Isiaka Sidibé a reçu respectivement une délégation parlementaire de la Suède et une autre des Nations Unies. Avec la première délégation, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine sécuritaire. La seconde est venue recenser les besoins du Mali pour les processus électoraux à venir. Les détails dans ce reportage de Mohamed Ould-Mamouni. Audience à l'allure d'une séance de travail. La délégation des Nations Unies échange avec le président de l'Assemblée nationale sur l'accompagnement de la communauté internationale pour la réussite des élections de 2018. Autre sujet abordé, le mandat de la MINUSMA, le processus de paix, mais également la nouvelle constitution du Mali. Sur ce dernier point, Isiaka Sidibé a déclaré aux visiteurs du jour que l'heure est à la phase écoute. Auparavant, le président de l'hémicycle a reçu une délégation parlementaire de la Suède. Au cœur des débats, les questions sécuritaires. La Suède entend prolonger la mission de ses forces dans le cadre de la MINUSMA. D'un côté, on a déjà pris une décision d'envoyer des troupes ici. Et à cause de ça, c'est important de venir ici pour suivre comment ça va avec ce qu'on a décidé. Et aussi, c'est bientôt, c'est temps pour prolonger la décision pour la contribution militaire ici au niveau de la MINUSMA. Et pour pouvoir prendre une bonne décision, il faut savoir comment ça marche. Juste après ce tête-à-tête, la délégation suédoise a prolongé les discussions avec la Commission Défense et Sécurité. Les deux parties ont approfondi les débats sur la situation sécuritaire au Mali. En termes de besoins, nous leur avons dit qu'aujourd'hui, l'armée malienne a besoin de beaucoup plus de moyens qu'avant. C'est sûr. Hamdoullah, beaucoup a déjà été fait. Mais nous avons besoin de formation. Nous avons besoin d'outils techniques, d'outils technologiques. Car vous savez, la clé pour combattre le terrorisme, c'est d'abord les renseignements. La délégation parlementaire de la Suède poursuit ce mardi sa série de rencontres, cette fois-ci avec les UTM. C'est parti pour la 3e édition accueil de programme Le Parlement chez vous de l'Assemblée nationale en partenariat avec OAEPA. Objectif, créer un plateau de rencontres et d'échanges entre le Parlement et les citoyens, informer ces derniers sur le rôle, le fonctionnement et les prérogatives de l'Assemblée nationale, recueillir les attentes des citoyens. De Kay Djafaraïdara. Cette rencontre intitulée Parlement chez vous est une initiative de l'Assemblée nationale qui vise à édifier les populations sur l'organisation, le fonctionnement de l'institution et faire une restitution de certaines lois phares. C'est l'occasion aussi d'échanger sur les questions qui touchent le fonctionnement de l'État et la vie politique de la nation. 3 jours durant, les citoyens caïsiens suivront avec un grand intérêt les informations sur la 3e institution de notre pays. Nous sommes convaincus que le développement à long terme de l'Afrique repose sur des parlements forts, qui jouent un rôle d'arbitre de paix,
de stabilité et de prospérité. Pour cela, nous soutenons le renforcement des 3 fonctions clés du Parlement, que sont la législation, le contrôle et la représentation. Au cours de cette première journée, les échanges ont porté sur le rôle, le fonctionnement et les prérogatives de l'Assemblée nationale. Troisième institution de la République, l'Assemblée nationale est l'une des plus importantes fondations du système institutionnel et démocratique de notre pays. Son importance tient non seulement au fait qu'elle est issue du suffrage universel, mais également aux prérogatives qui lui sont conférées par la Constitution, ainsi qu'au rapport qu'elle entretient avec les autres institutions. Malgré l'énorme travail qu'elle abat au triple plan législatif, contrôle de l'action gouvernementale et de la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale est méconnue de bon nombre de nos compatriotes. Après Ségou, Koulikoro, nous voici donc à Kaï pour cette 3e sortie du Parlement chez vous. Les participants auront une exposition photo pendant 3 jours qui les permettront de recevoir certaines figures emblématiques de l'histoire parlementaire de notre pays de l'indépendance à nos jours. Je le disais dans les titres, lutte contre le terrorisme, les experts des transmissions et télécommunications des armées du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal apportent leur touche technique. C'est à la faveur d'une rencontre dont les travaux ont démarré ce lundi matin à Bamako et dureront 4 jours. Les experts vont procéder à la relecture des documents qui sont soumis à leur approbation. Reportage d'Odassiri Kidjara. Pour lutter contre le terrorisme, les forces de sécurité misent sur tous les fronts, notamment les transmissions et les télécommunications. Dans ce sens, les experts des services de transmission des armées du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal mutualisent leurs efforts à travers une rencontre de 4 jours. Cette rencontre tripartite est une manifestation de la volonté de nos autorités pour la conjugaison des efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier. En effet, les groupes armés terroristes nous ont montré par leur mode d'action que les frontières n'ont aucune importance à leurs yeux. D'où l'impérieuse nécessité pour nous, chefs militaires, de mutualiser nos forces pour leur donner la riposte appropriée à travers des opérations militaires conjointes. Les nombreuses initiatives de la sous-région sahélo-saharienne sont la preuve éloquente de la détermination des autorités de nos pays respectifs pour éradiquer cette menace. Depuis 15 ans, ces 3 armées coopèrent en synergie le long des frontières pour traquer les forces hostiles. Avec cette menace terroriste, les forces de défense des 3 pays ne comptent pas baisser les bras. Les attentes des populations sont grandes, c'est pourquoi ces forces de défense sont plus que jamais déterminées à coordonner leurs actions pour vaincre ce mal du siècle. Nous restons dans le même registre, paix, sécurité, réconciliation, gouvernance, accès aux services sociaux de base ainsi que la croissance exclusive et durable. Tels sont les principaux axes d'investissement de l'aide publique au développement. La session de validation des rapports d'exécution de 2016 et les plans de travail de 2017 était au centre d'un atelier qui a regroupé les cadres du système des Nations Unies et du gouvernement malien. Le compte-rendu est signé à Luceni Touré. Le plan cadre intégré des Nations Unies pour l'assistance au développement du Mali est à sa 2e année d'exécution. La présente session fait d'une part la revue de la mise en œuvre de l'INDAF au titre de l'année 2016 et adopte les plans de travail pour l'année 2017 en ce qui concerne l'orientation et les modalités d'exécution de l'aide au développement en direction du Mali d'autre part. L'exercice que nous tenons cette année revêt un caractère particulier. En effet, nous nous acheminons vers la fin de la première phase d'exécution de l'UNDAF+, 2015-2019, avec une revue à mi-parcours de l'UNDAF+, prévue à la fin du 3e trimestre 2017. Je compte ainsi sur la participation active de tous pour relever les leçons apprises au cours de cette première phase, afin de s'assurer que la seconde phase sera davantage bénéfique et permettra d'atteindre des résultats que nous nous sommes conjointement fixés pour le présent cycle de programmation 2015-2019. Beaucoup d'acquis selon la représentante, mais les défis sont nombreux. Le gouvernement du Mali est décidé à œuvrer aux côtés des Nations Unies pour identifier et résoudre les difficultés. Les interventions programmées ont été structurées autour de 4 axes de résultats. Le comité de pilotage mis en place par le gouvernement et le système des Nations Unies.
regroupe à cet égard les représentants des départements ministériels, des organisations de la société civile et les chefs d'agence présentes dans le pays. Il se réunit une fois par an pour valider les progrès réalisés, prendre connaissance des contraintes et identifier les opportunités et donner des orientations pour garantir une meilleure réalisation des résultats escomptés. La revue révèle des résultats tangibles dans les 4 domaines spécifiques et les Nations Unies restent plus que jamais engagées aux côtés du Mali pour son développement. Une délégation conduite par le président de la Cour constitutionnelle du Mali, Mme Manassa Dagnogo, Madame Manassa Dagnogo prend part donc au 4e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Le thème, promouvoir l'indépendance du pouvoir judiciaire et la primauté du droit à Cape Town, en Afrique du Sud, du 23 au 26 avril 2017. Parlons également de cette visite du ministre du Développement industriel dans les locaux de l'usine malienne de produits pharmaceutiques UMPP. Mohamed Ali Ag Ibrahim voulait s'enquérir de l'état des lieux et des conditions de travail des agents de la structure. On en sait plus avec Nyanya Loutraoré. Fruit du partenariat sino-malien, l'usine malienne de produits pharmaceutiques UMPP est fonctionnelle depuis les années 80. Sa production principale est entre autres l'aspirine, l'euromycine et le sirop prométhazine. La structure est le témoignage de la volonté des autorités à développer l'industrialisation dans le pays. Cependant, ses objectifs de départ et ceux d'aujourd'hui sont en contradiction. L'UMPP est dans un état de détérioration avancée. Le ministre de tutelle reconnaît les faits, d'où sa visite dans la structure. C'est un tableau difficile et c'est pour cela que j'ai appelé à un protocole de traitement pour avoir une bonne santé à l'UMPP. C'est cela, les faits sont là. L'UMPP a passé par beaucoup de phases. Aujourd'hui, vraiment, la situation est relativement critique, très difficile. L'aspect privatisation peut être vraiment la solution qui doit être menée pour moi urgemment avant fin 2017. Tenzaka Berté compte parmi les premiers agents de l'UMPP. Il enregistre plus de 30 ans de service. Berté est nostalgique des premières années de démarrage et compte sur un changement positif. Quand nous arrivons ici, donc on a travaillé avec une équipe chinoise. On avait tout à notre disposition. À l'heure d'aujourd'hui, donc le matériel est vétus. On veut que ça soit mieux. Même doléance faite par le syndicat. Il décrit une direction sous intérim depuis plus d'une dizaine d'années. Ou encore l'arrêt de fabrication de certains médicaments phares qui ont fait la renommée de l'usine. Le ministre Mohamed Ali, attentionné et plein d'espoir, promet une amélioration des conditions de travail et de l'état des lieux dans les plus brefs délais. Il faudrait tout simplement compter que la volonté du président de la République à la création d'un département exclusivement en charge de ces questions est une réponse à ces difficultés qui sont aussi réelles. Nous nous engageons avec le bénéfice d'une solidarité gouvernementale à faire avancer les choses à souhait. C'est par la salle de chaudière de l'UMPP qui a réellement besoin d'un coup de neuf, comme la plupart des endroits que le ministre a bouclé sa visite. Le ministre de la Promotion de la Femme, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, elle, vient de rencontrer ses directeurs régionaux. La prise de contact avec pour but de s'imprégner des réalisations et les conditions de travail des agents. Fadema Keita pour le reportage. Ce programme de rencontre initié par la première responsable du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille obéit à un principe, aller à l'écoute des directeurs régionaux. Toute chose qui a permis au ministre et à son secrétaire général de s'imprégner des acquis, mais aussi de recenser les difficultés comme l'insuffisance du personnel, d'infrastructures et des moyens financiers. C'est un exercice que j'ai voulu faire pour une mise à niveau. Elles ont quelque chose à m'apprendre. Donc pour mieux comprendre le département, comment le département fonctionne, il fallait que je l'apprenne de la bouche de ceux qui travaillent dans le département. Et je pense que l'exercice était intéressant dans la mesure où ce sont les directrices régionales qui ont été invitées. Elles sont à la base, elles travaillent avec les groupements, elles connaissent certaines réalités qui ne sont pas forcément apparentes au niveau national. Cet exercice qui s'apparente à faire l'état des lieux est aussi un espace d'analyse du système de collaboration avec les différents partenaires. Par rapport au partenariat, l'utilisation du partenariat sur le terrain,
Je ne peux pas comprendre qu'une structure de l'État puisse accepter l'agenda d'un partenaire alors qu'il y a un agenda défini par l'État malien. C'est ce que l'État malien veut faire pour ses populations. Le tout nouveau ministre a félicité le dévouement des directeurs régionaux de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille malgré les conditions peu reluisantes dans lesquelles ils évoluent. Cependant, elle les exhorte à vulgariser et à adapter les plans d'action au milieu et surtout à plus d'initiatives personnelles. En finir pour de bon avec le paludisme, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le paludisme édition 2017. Cette journée célébrée le 25 avril de chaque année permet aux pays touchés par ce fléau d'engager des actions pour son éradication. À l'occasion de cette commémoration, écoutons successivement le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Samba Ousmane Sow, et le représentant de l'OMS au Mali, Dr Lucien Manga. Demain, 25 avril 2017, notre pays se joint au reste de la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Pour la deuxième année consécutive, la journée aura le thème « En finir pour de bon avec le paludisme ». Au Mali, le paludisme demeure un problème de santé publique préoccupant par son impact sur la mortalité, la morbidité et ses répercussions socio-économiques sur la population. Je lance un appel aux populations pour qu'elles s'unissent pour en finir pour de bon avec le paludisme. La région africaine de l'OMS se joindra au reste du monde pour célébrer la Semaine mondiale de la vaccination du 24 au 30 avril 2017 sous le thème « Les vaccins protègent tout le monde, faites-vous vacciner ». Ce thème a été choisi afin de sensibiliser davantage le public à l'importance vitale de la vaccination complète de chaque individu tout au long de la vie. Le sommet de l'Union africaine a adopté la Déclaration sur l'accès universel à la vaccination en tant que pierre angulaire de la santé et du développement en Afrique. Cette déclaration nous permet de nous assurer que tous les enfants d'Afrique, peu importe où ils sont et où ils vivent, ont accès aux vaccins dont ils ont besoin pour survivre et réussir. Voilà, vous l'avez certainement corrigé. Le docteur Lucien Manga parlait plutôt de la vaccination. Vous pourrez suivre l'intégralité de ces messages après ce journal. En images, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré les responsables du Syndicat national de la santé, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La rencontre s'inscrit dans la poursuite du dialogue social que le ministre a prôné depuis son arrivée à la tête du département. Les conditions de vie et de travail du personnel socio-sanitaire ainsi que le nouveau cadre de partenariat entre le ministère de la Santé et les syndicats sont notamment des sujets abordés. Le ministre Samba Ousmane Sow réaffirme sa disponibilité à collaborer avec l'ensemble des partenaires sociaux. Le Mali a besoin de plusieurs centaines de milliers de logements sociaux, dont plus de 200 000 pour Bamako seulement. La réalisation de ces logements demande un partenariat public-privé fécond. Cette information a été donnée hier par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières au siège de la Banque mondiale à Washington. C'était à l'occasion d'un colloque sur la problématique des logements sociaux décents dans l'espace UEMOA. Écoutons le ministre Mohamed Ali Batili. Il s'exprime au micro de Salif Sanogo. Nous avons un besoin de 440 000 logements qu'il faut construire au Mali. C'est dire que le chantier est vaste. C'est un chantier important qui peut favoriser la création de beaucoup d'emplois, susciter un partenariat fécond entre le privé et le public. Encore faudrait-il que dans ce domaine, on essaye d'assainir parce que il faut appeler véritablement sociétés immobilières, celles qui le sont, et écarter de ce champ
celles qui ne sont là que pour la spéculation foncière, donc qui ne participent pas à la mise en œuvre de la politique du logement. Alors vous avez parlé de besoins qui sont estimés à plus de 400 000 logements pour le Mali, mais toute la problématique aujourd'hui, c'est l'aspect du financement, parce que est-ce que l'État seul peut aller sur ce terrain? L'État doit y aller en lien avec un système bancaire lui-même acquis à cette politique. Sinon, il faut associer à tout moment les privés, parce que c'est du ressort des privés. L'État n'est pas une société de construction. Et au Mali, l'État avait mis l'accent sur le partenariat public-privé. Et ce partenariat aujourd'hui, est-ce qu'il a donné entièrement satisfaction ou y a-t-il des choses à revoir? C'est vrai qu'il y a eu, à un certain moment, des politiques d'accès au marché public. Mais est-ce que c'est accéder au marché public par des privés est un partenariat? Je ne crois pas. C'est juste des guichets où on formalise sur un dossier précis une activité. Retour au pays, direction 100, qui dispose désormais d'une centrale thermique. Cette centrale, qui a coûté 3 milliards de francs CFA, a été inaugurée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Malika Lousseni a également visité le dispositif de ravitaillement du cercle de Tomian en eau et électricité. Le point avec Candicila. C'est Tomian qui constitue la première étape de la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau. Ici, le ministre Malik Al-Husseini s'est beaucoup intéressé au dispositif de ravitaillement du cercle en eau. Dispositif qui se fait à partir des locales techniques disposant d'une capacité totale de 230 mètres cubes, cela grâce à l'appui du Fonds africain de développement qui a investi plus de 652 millions de francs CFA. Aussi, le cercle dispose d'une centrale hybride d'électricité d'une puissance exploitable de 430 kW. Conformément aux instructions de son Excellence le Président de la République, à savoir rendre l'eau accessible, cela signifie que la gestion de l'eau soit assurée par une main professionnelle. Donc la SOMAPEP et la SOMAGEP vont gérer à partir de maintenant le service public de l'eau potable à Tomian. À 100, le ministre a également visité la centrale électrique, la station de pompage et d'autres dispositifs de desserte en eau de la ville. Le clou à 100 est l'inauguration de la centrale thermique. Cette centrale a coûté 3 milliards de francs CFA. Et dans le cadre de la coopération sous-régionale, c'est véritablement une prouesse technologique et qui a mobilisé tant la société Énergie de Mali que des sociétés privées maliennes. Dans ces deux localités, le ministre de l'Énergie a noté quelques préoccupations majeures et rassure les populations des dispositions pratiques en cours dans le cadre de la vision présidentielle, dont l'interconnexion de 100 et le principe une maison, un branchement social eau, un branchement social électricité. Le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire vient de procéder à Mopti au lancement de la 4e composante des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre au profit des régions de Gao, Tombouctou et Mopti. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme de filets sociaux Djigissé Meïri. Djigissé Meïri va permettre la résilience de plus de 7500 ménages et améliorer leur bien-être social par la réalisation de 150 ouvrages. Reportage Mahamar Ibrahim Touré. Le gouvernement d'Imadi vient de renforcer le financement du programme Djigissé Meïri pour plus de 12 milliards de francs CFA sur la période 2017-2020. Ce financement additionnel va permettre l'extension du programme à 15 communes des régions de Gao, Tombouctou et Mopti, d'où le lancement officiel à Mopti de la 4e composante des opérations de travaux publics IMO. Nous allons commencer de nouvelles activités, notamment les activités génératrices de revenus et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, surtout pour prévenir les effets climatiques des chocs. Donc nous allons initier des travaux qui vont nous permettre de fournir de l'emploi vraiment aux adultes inscrits dans le registre social des populations considérées comme pauvres dans ces localités. Cette cérémonie est la marque de l'extension du programme des filets sociaux Djigissé Meïri au bénéfice de nos braves populations. Nous invitons tous les responsables locaux et régionaux du département de la solidarité de s'impliquer fortement à toutes les étapes de préparation et de mise en œuvre des prochaines activités HIMO.
Djigui Meyeri améliorera les conditions de vie de plus de 7500 ménages vulnérables en leur offrant du travail sur place pendant un mois, leur accès aux services sociaux de base à travers la réalisation de 150 ouvrages et protéger l'environnement. À travers ces initiatives, Djigui Meyeri constitue à ce jour la concrétisation, l'opérationnalisation de la stratégie nationale de lutte contre l'extrême pauvreté au Mali. Ces succès constituent ainsi un grand espoir d'une sortie du cercle vicieux de la pauvreté pour les ménages bénéficiaires du programme. Le programme Djigui Meyeri est financé par la Banque mondiale et la coopération suisse au Mali. Et c'est communiqué, une délégation du RPM conduite par le professeur Abinou Témé, 4e vice-président du bureau politique national, a été reçue samedi dernier au siège du Front africain pour la mobilisation de l'action Femmes assises à Mayambougou. La dite délégation du RPM a été reçue par le secrétaire général du parti FAMA, Idrissa Ganamé. Les échanges ont porté essentiellement sur le problème préoccupant de l'insécurité, le front social, la formation du nouveau gouvernement, les élections à venir de 2017 et l'élection présidentielle de 2018. Il a été également question de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Une délégation du Rassemblement pour le Mali, RPM, conduite cette fois-ci par son secrétaire politique, M. Amadou Konaté, a été reçue le mardi 18 avril 2017 à la Maison des Aînés, sise à l'ACI 2000, par une délégation du Parti des démocrates progressistes maliens, conduite par son président, Dr Fatogoma Togola. Les échanges entre les deux partis ont porté sur la nécessité de raffermissement de la démocratie malienne et de la consolidation de la majorité présidentielle. Des questions aussi importantes que les valeurs communes qui les lient ont été abordées. Il s'agit de renforcement de l'accompagnement du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dans la gestion de la crise au nord du Mali et de la mobilisation nationale pour la bonne tenue des prochaines élections locales, régionales et référendaires. En troisième région, les 281 conseillers communaux du parti Sadi sont réunis à Koutchala pour les journées communales du parti. Objectif, expliquer aux nouveaux conseillers Sadi les textes fondamentaux de la décentralisation. Moustapha Doumia nous en dit plus. Ces journées du parti Sadi, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, enregistrent la participation des 281 conseillers du parti venus de toutes les régions du pays. C'est un cadre de dialogue démocratique, mais surtout une session de formation à l'intention de ces conseillers élus en novembre 2016. Ceux-ci se familiarisent avec les textes fondamentaux de la décentralisation et avec la vision du parti Sadi. C'est le Congrès qui a instruit le bureau politique d'organiser les journées de discussion avec les élus communaux et tous les élus de façon générale pour discuter de la ligne du parti et aussi faire comprendre les dispositifs légaux qui sont en cours en République du Mali. Dispositifs légaux qu'il faut bien comprendre pour les dépasser. Parce que vous savez, ces journées communales sont des journées de transmission de l'idéologie du parti. Pour avoir plus de crédibilité, et l'information et la sensibilisation ne suffisent pas, il faut que cela soit accompagné par le comportement des élus. Les travaux de 2 jours sont organisés en partenariat avec la Direction générale des collectivités territoriales qui assure la formation. Une formation qui porte sur la gouvernance locale, la redevabilité, le budget communal et le compte administratif. Des modules qui sont en phase avec les priorités des autorités locales. Le cadre est bienvenu en ce moment de début de mandat communal, où des élus prennent les rênes exécutives communales. Nécessité serait de renforcer ou de recycler les capacités intrinsèques des élus en matière de bonne gouvernance. À noter que le cercle de Koutchala abrite 77 conseillers communaux Sadi sur les 281 pour l'ensemble du pays. Je le disais au début de ce journal, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience cet après-midi des membres du bureau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Au centre des échanges, la restitution de la 12e session du conseil d'administration du bureau du conseil. Le chef de l'État a rassuré ses interlocuteurs quant à l'accompagnement de l'État. Le compte-rendu est signé Moussa Fani. Les préoccupations des Maliens de l'extérieur sont au cœur de la politique du président de la République.
Ibrahim Boubacar Keïta l'a fait savoir au cours de l'audience qu'il a accordée aux membres du bureau des Maliens de l'extérieur. Habib Silla et sa délégation ont saisi cette occasion pour partager avec les chefs de l'État les résultats de la 12e session de leur conseil d'administration. Nous sommes venus à Bamako pour un CA, donc il y avait près de 45 présidents des bases des Maliens de l'extérieur. Donc nous avons tenu nos travaux qui se sont très bien passés et ça a été sanctionné par une conférence extraordinaire qui nous a permis de toiletter nos textes. Donc il est tout à fait normal que nous rencontrons le président de la République pour bénéficier de ces très sages conseils et aussi lui présenter certaines doléances qui ont été toutes prises en compte et surtout que nous repartons avec des conseils très utiles pour nous, pour notre façon de vivre à l'extérieur. Et le président de la République a insisté que vraiment qu'on sache que chacun de nous doit être à l'image du Mali, un Mali qui gagne, et que de ne pas oublier que nous sommes tous les filles et les fils de ce pays et que nous devons tout faire pour participer au développement économique, social et même culturel de notre pays. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur s'est dit satisfait de cette rencontre avec le président Ibeka. Nous sommes plus que satisfaits parce que vous savez, monsieur le président de la République a toujours mis, comme il l'a dit, les Maliens de l'extérieur au cœur de sa politique et il nous l'a prouvé à chaque fois que nous sommes venus, que ce soit pour une conférence, que ce soit pour, en tout cas, quels que soient les travaux pour lesquels nous venons au Mali. Le président a élaboré son calendrier, que nous connaissons tous très chargé, mais il nous a toujours reçus. Et je crois que ces conseils qu'il nous donnent nous permettent, en tout cas, de partir galvanisés. Auparavant, la délégation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur avait rencontré certains ministres pour le même exercice, à savoir la restitution de la 12e session de son conseil d'administration. Il s'agit du ministre en charge de l'habitat et son collègue de la sécurité et de la protection civile. Le bilan des activités réalisées et les nouvelles perspectives sont au menu des travaux de la 3e réunion du comité consultatif du projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4. Les représentants des acteurs nationaux du secteur coton et des cultures de rotation vont en profiter pour s'approprier les nouveaux modules destinés à promouvoir ces différentes cultures. Batraoré. 3e réunion du comité consultatif national du projet USAID C4CP au Mali. Les participants font le bilan des activités réalisées pour la promotion et la valorisation du coton et des cultures de rotation. Au cours de l'année écoulée, en dehors de la conduite des champs de démonstration auprès des productrices à Bougouni sur le coton bio et à Fana sur le coton conventionnel et ses cultures de rotation, le projet a aussi appuyé la conduite de l'étude de santé des sols pour la 2e année avec le Centre régional de la recherche agronomique de Sikasso. Cette réunion statutaire est couplée à l'atelier national de dissémination des modules de bonnes pratiques agricoles, de technologies de post-récolte et d'outils de plaidoyer par le projet. L'objectif stratégique assigné au projet USAID C4CP est d'augmenter durablement le revenu des hommes et de femmes producteurs-productrices, ainsi que les transformateurs et transformatrices du coton dans la zone ciblée. Basé sur le coton et certaines cultures de rotation, le projet USAID C4CP fait partie des initiatives du gouvernement américain pour soutenir le développement du secteur agricole au Mali. Le coton constitue pour notre pays, à l'instar des pays africains producteurs, une culture motrice pour les cultures de rotation, contribuant de ce fait à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il reste et demeure un pilier à prendre en compte dans les stratégies de politiques agricoles et de réduction de la pauvreté. C'est pourquoi le gouvernement du Mali continue de consentir des efforts importants pour relever les défis qui entravent le développement de la production cotonnière et de ses cultures de rotation. Financé par l'USAID, le projet de partenariat pour le coton C4CP est exécuté dans les zones cotonnières du Mali, de Burkina Faso, du Bénin et du Tchad. Et après la page météo, vous pourrez suivre un magazine sur les potentialités agricoles du pays et les efforts consentis par l'État pour la concrétisation de l'ambitieux programme du Mali, grenier de l'Afrique de l'Ouest. Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali lève son mot d'ordre de grève, une décision prise suite à la conciliation conduite par l'Office national des produits pétroliers
Nous écoutons donc le président de la commission de vérification Sénacor, Mahaman Kunta. Il est au micro de Modibo Soari. Chères militantes et militants du syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, Sénacor, suite à la tentative de conciliation organisée par l'Office national des produits pétroliers, ONAP, sous la présidence de son directeur général, ayant regroupé tous les partenaires du transport routier qui a abouti à la satisfaction de tous les points contenus dans le préavis de grève, notamment la décision de considérer désormais le taux de frein de route à 0,55% pour le supercarburant, le pétrole lampant, le jet A1 et le gaz butane, d'une part, et à 0,45% pour le gazole, le DDO et le fuel. D'autre part, par lettre circulaire numéro 2017-001 MEF ONAP du 24 avril 2017. Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, Sénacor, affilié à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, décide à cet effet de lever son mot d'ordre de grève tout en félicitant les militants et les militantes pour l'avoir observé à souhait. Le Sénacor recommande de rester unis et mobilisés pour l'application du présent accord. Restons unis et solidaires pour un syndicat fort et responsable. Fait à Bamako le 24 avril 2017, Mahaman Kunta, président de la commission de vérification du Sénacor Mali. Focus Santé porte aujourd'hui sur l'otite moyenne aiguë OMA. C'est une inflammation du conduit auditif causée par une infection qui touche essentiellement les enfants de 0 à 5 ans. Ce type d'audite peut survenir isolément ou accompagné d'une autre maladie comme une rhinopharyngite ou une angine. Alors, l'otite moyenne aiguë est la première pathologie ORL au Mali. Tout sur cette maladie avec Ramata Konaté. Les parents connaissent le sentiment d'impuissance qui naît face à un enfant souffrant d'une infection de l'oreille, dont l'otite moyenne. Cette pathologie concerne le tympan et les éléments de la caisse de cette partie de l'oreille, dont le conduit qui relie l'oreille à l'arrière-nez. On parle d'otite moyenne quand ces parties s'enflamment et se remplissent de liquide. Chez le nourrisson, il y a des signes particuliers. Vous allez voir que l'enfant touche à son oreille, l'enfant est agité, l'enfant a un problème d'anorexie, donc il n'a pas envie de manger. Et aussi, lorsqu'il tète sa maman, il a des problèmes. Bon, il a des diarrhées et vomissements. Il crie, il pleure, donc on ne sait pas ce qu'il a. Il y a donc les signes aussi pour le grand enfant, comme la fièvre aussi qui est là, et puis la douleur dans l'oreille. Le grand enfant déjà sait parler, donc du coup, il va vous dire qu'il a un problème de douleur dans l'oreille. Donc on appelle otalgie. L'otite moyenne aiguë représente la première maladie ORL au Mali qui a plusieurs causes. Généralement, les problèmes d'otite, surtout moyenne, sont dus à des problèmes de rhume, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans. Il y a donc la voie nasale, quand l'infection quitte le nez vers l'oreille. Il y a la voie traumatique, directement traumatisme apporté sur le tympan, gifle ou bien accident de la circulation, ou bien soi-même, en nettoyant l'oreille, on peut aller en profondeur avec un capuchon de bique ou bien avec, voire même de l'épingle, et traumatiser le tympan. Et il y a aussi la voie générale par laquelle l'infection arrive donc à l'oreille moyenne. Par exemple, les maladies infectieuses, la grippe, la rougeur de l'enfant. Cette infection évolue à divers stades. Le premier stade, donc, nous allons donc avoir donc, la rougeur du tympan, et il y a de la fièvre, et il y a aussi une douleur très marquée. Il y a aussi une phase de l'otite moyenne aiguë où nous allons observer l'écoulement du pus. Mais il y a aussi un stade où le malade donc est soulagé parce que ça va couler du pus. D'accord, c'est ce que nous appelons une otorrhée purulente. C'est important de les connaître parce que chaque stade a son traitement. Toutefois, il est bon d'éviter l'otite moyenne aiguë. Comme le dit un adage, mieux vaut prévenir que guérir. Éviter l'automédication, éviter des gouttes mal indiquées dans l'oreille. Parce que ça peut retarder l'otite moyenne aiguë et nous amener donc sur un stade de chronicité qui va s'installer des semaines, voire des années. Et avec des conséquences quand même pour l'oreille de la personne, la surdité, les acouphènes,
les bourdonnements d'oreilles. Demain, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même plateau. Bonne soirée.